Flanders Company. On s'appelle Crack. Les visiteurs du futur. Et Fabien Fournier de Noob. Alors, je suis Fabien Fournier, esclave de l'équipe d'Olydri, metteur de curseurs professionnel, et voilà, j'aime bien raconter des histoires sur plein de médias différents. Moi c'est François, je suis disparateur du Visiteur du Futur, donc je faisais disparaître, et j'ai aussi écrit et réalisé la série de Visiteur du Futur. Alors bonjour, Rudy Pomaret, gourou d'enfants à plein temps dans l'éducation nationale et accessoirement réalisateur de la Flanders Company et de Damned. Vous faites un petit pitch de vos séries ou pas? Non? Le pitch de Noob. On peut peut-être résumer les séries des autres. Oui. Ah ouais, c'est ça, intéressant ça. Ouais, je sais pas laquelle je vais prendre. Bon. Essaye de résumer Damned. Alors Damned, ouais, c'est l'histoire... non, c'est vraiment super compliqué. Il y a des démons, il y avait des exorcistes qui ensuite est devenu lui-même un démon. Balor, enfin voilà, si vous voulez, Damned c'est de la baston, ça se frite tout le temps, ça explose. Il y a des gentils, mais c'est pas forcément les anges, et il y a des méchants, c'est des démons, mais pas forcément. Bah, c'est vrai que c'est super compliqué ton univers. Tu vois la merde dans laquelle je suis chaque jour où je dois faire des interventions, c'est compliqué. Et à côté de ça, il y a Flanders Company. Ce sont des méchants qui louent leur service aux gentils pour les faire briller en quelque sorte. Donc voilà, à chaque gentil existe un méchant qui lui correspondait le mieux, sa némésis, et cette entreprise vend ce genre de service. Donc Noob, Noob c'est une série sur à la base des joueurs de MMORPG, sauf que on les voit dans le jeu et on prend les plus nuls à la base et on les voit comment ils grimpent de niveau et comment ils affrontent d'autres divisions, etc. Et l'un des personnages, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps qui est joué par Fabien. Donc il y a plein d'intrigues, entre eux c'est des gros bâtards, je pense, on peut dire ça. Il y en a qu'un qui est vraiment gentil, mais c'est parce qu'il est un peu idiot. Et voilà, donc ça c'est Noob. J'essaie de résumer le tout début, on va dire. Comment t'as résumé les 5 saisons là? C'est J'ai résumé ça. Quant aux visiteurs du futur, eh bien, je pense que c'est avant tout la création d'un nouveau genre, le steampunk à chien, hein, qui est cher à François. Alors, pour ne pas être cross-média, on va quand même commencer par la genèse. C'est comment on produit une série et dans quel but? Alors le but, il n'y en a toujours pas de notre côté, c'est parti d'un délire en 2000 où on a fait les ouaves et on continue, c'est juste que ça a pris des proportions démesurées. Et qu'entre-temps, il y a eu la possibilité de s'exprimer sur plusieurs supports. Moi-même, j'adore, en tant que spectateur, en tant que lecteur, que joueur de jeux vidéo, j'adore ça. Et ce sont les Japonais et les Américains qui ont beaucoup fait ça. J'aime bien passer d'un média à l'autre tout en restant dans le même univers. Et le jour où j'ai pu le faire à mon échelle, à mon niveau, eh ben je ne m'en suis pas privé. Et ça a commencé avec la web-série, puis le roman, puis la bande dessinée. Et là, on bosse sur des jeux vidéo. Donc voilà, ça permet d'étoffer son univers sans forcément qu'il y ait de redondance, parce que chaque média a son propre intérêt. Le roman, on peut rentrer dans les détails, on peut parler des légendes. La web-série, c'est plus de la comédie, c'est plus une aventure humaine. La BD, c'est plus comment serait le jeu s'il existait vraiment, avec le côté cartoon. Donc voilà, il y a vraiment, et l'interactivité des jeux vidéo, il y a vraiment une expérience différente, ça permet de ne pas se lasser à chaque fois. Ok, je suis censuré. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se renouveler facilement. Justement, quand on a une série sur laquelle on est depuis longtemps, ça peut être tentant et facile de se répéter et tout. Et le changement de média permet de rafraîchir un peu tout ça. Et comme dit Fabien, chaque média a son avantage, a sa force qu'il faut exploiter. Et c'est comme ça que pour l'Instant Futur, on a pu faire d'autres histoires. Moi, à la base, je n'avais pas forcément prévu de faire ça. Je pense qu'on a tous commencé avec ce qui me paraissait le plus immédiat, à savoir la web-série, de façon très humble, etc. Et c'est après les opportunités qui sont arrivées. Et quand on nous propose de faire une BD, par exemple, c'est difficile de dire non. Surtout quand on galère à mettre en scène de la science-fiction ou des espèces de rythme fantasy jeux vidéo, c'est vachement tentant de se dire ouais mais c'est génial, on peut peut-être tout mettre maintenant en BD, en dessin, on n'a pas à le payer quoi. Donc voilà, donc chaque support permet de se libérer un petit peu et c'est trop bien. Moi ça répondait, je sais que j'ai commencé à faire ça parce que ça répondait à un besoin personnel. Tout
gamin, j'écrivais des histoires. C'est marrant parce que moi j'ai commencé par la BD en fait. Enfin, à mon niveau, hein, pas BD professionnel, mais d'accord. On parle de griffonner dans les cahiers d'anglais ou de français quand le prof est un peu soporifique. Mais c'est comme ça que je mettais en scène des personnages, soit que je volais à des trucs que j'aimais bien, genre les Chevaliers du Zodiac contre Dragon Ball, tu vois. Soit au bout d'un moment, on commence à se dire oui c'est bien de copier, et puis on commence à raconter ses propres histoires avec ses propres personnages. Et finalement, le fait de se lancer dans une série, qu'elle soit longue ou court format, en tout cas en ce qui me concerne sur mon histoire personnelle, ça a été la découverte d'un outil. Mes parents ont acheté un caméscope tout simplement, et le fait que je me suis rendu compte que c'était sans doute l'outil avec lequel je m'exprimais le mieux. En tout cas j'avais cette conviction, même si elle n'était pas bien déterminée je pense à l'époque. Je pense que ça a été une conviction assez vite, et j'ai pu lâcher l'outil. Voilà, l'envie de raconter des histoires et le fait de faire une série, c'est parce que le média audiovisuel me paraissait le plus adapté à ma façon de m'exprimer peut-être. Il y a aussi un truc qu'on oublie, justement qu'il ne faut pas qu'on oublie plus on fait des séries, c'est la volonté de se rencontrer entre amis en fait, de se retrouver entre amis et de ne pas être tout seul dans sa chambre à faire des histoires. La web série permet ça. Alors après c'est compliqué parce qu'il faut tout organiser, tout rendre on va dire, réaliste à travers des idées à la base irréalistes, mais le fait d'avoir des potes avec soi, c'est ça qui donne un moteur en fait à la création au début. Alors ça peut être un moteur comme un frein, ça dépend des amis. Mais c'est ça aussi qui nous pousse, c'est de dire ok, j'imagine mon pote, j'imagine mon frère, Tom, on a tous un frère qu'on a surexploité dans nos séries. Et c'est une façon en fait, c'est une évolution de jeu d'enfant en fait. Il y en a qui en ont plus qu'un quand même. Il y en a, c'est des fratries entières qui jouent dans leur série. Ah oui, c'est vrai, c'est toute la famille. Je les ai bien torturés en plus. Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, dans le sens où c'est parti, effectivement comme tu le dis, c'est parti d'un délire, donc il n'y a pas vraiment de but. Après petit à petit, ça s'est structuré, on a essayé de faire les choses de mieux en mieux, parce que évidemment plus il y a de gens qui nous suivent, plus indirectement on a des moyens, parce que les gens ils vont acheter des t-shirts, ils vont venir voir les épisodes, donc avec la pub ça va générer des revenus, etc. Donc on peut faire les choses mieux. Donc évidemment qui dit amusement, qui dit loisir, n'est pas forcément fait à l'arrache, c'est fait avec les moyens du bord, mais avec beaucoup d'énergie en essayant de s'appliquer. Et c'est vrai que ouais, c'est avant tout un amusement, un délire, parce que nous tous, on n'a pas attendu d'être connus pour faire ça. On a fait ça et on était peut-être, t'as vu grand-mère, c'est sympa, mais pourquoi tu envoies des boules de feu? Oui, voilà. Tiens, c'est peut-être un truc intéressant ça. Pourquoi tu as voulu montrer ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu attendais de ça? Parce que je pense qu'on n'a pas commencé du tout comme beaucoup de gens commencent aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal. On parle d'une époque, quand on s'est lancé là-dedans, nous c'était avant Internet en gros. Hein, donc si tu voulais connaître des gens qui aimaient les mangas ou l'animation japonaise, il fallait que tu le trouves dans ton village. Quand tu as Itabao à 20 km de Perpignan, c'est un peu compliqué. Quand tu veux mobiliser des énergies pour un projet, tu fais ça avec ta famille proche, tes voisins et tes potes de collège, ou lycée ou plus tard. Et voilà, moi je voudrais bien savoir Fabien, quand tu as commencé ton premier projet, tu as fait ça avec tes potes, vous êtes amusés, et à un moment donné vous avez voulu le montrer. C'était quoi qui t'animait à ce moment-là? Pourquoi tu as fait ça? Alors d'abord on a été nos premiers spectateurs, c'est-à-dire qu'on se filmait et on montait même pas les trucs, on regardait les rushs et on était pliés de rire tout seul quoi. C'était oh la tête que tu tires, oh la gamelle que tu t'es prise, mais le mec il se casse le bras mais juste pour que ça rende bien l'image, mais il n'y avait pas de spectateurs. Donc c'est vrai que c'était avant tout le fait de s'amuser entre copains, et c'était juste pour le plaisir de le faire. Et puis après, quand il y a eu les premiers ordinateurs, pour le plaisir de ressembler aux personnages qu'on admirait dans les animés et dans les jeux vidéo. C'était à fond là-dessus quoi. C'est regarde, moi aussi je peux envoyer des boules de feu, alors qu'est-ce qu'il y a, ça beaucoup maintenant. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment drôle. Donc c'est vrai que c'est très spontané, il y avait vraiment zéro objectif, et après on en était fiers quand même, et c'est pour ça qu'on le montrait aux gens autour de nous. Et je pense que c'est cette passion qui a été communicative et qui fait que nos groupes se sont étoffés en fait. C'est parti d'un très petit groupe, et après il y a eu des gens qu'on a rencontrés. Voilà, tu évoquais les rencontres. C'est vrai qu'on a, ah toi tu sais faire ça, ah ben si jamais on fusionne avec ce savoir-faire, on a un cosplay, ah génial, enfin voilà, des trucs comme ça, et puis ça s'est construit petit à petit. Ouais, c'est ça, le premier public, bizarrement c'est toujours nous-mêmes, c'est les gens avec qui on travaille. Moi ça a toujours été Florent, donc le Visiteur Futur, ça a toujours été lui mon public. Donc, en gros, je faisais ma vidéo, je lui montrais,
Et ils disaient ouais c'est bien. Et Internet était notre deuxième fenêtre en fait. Enfin, plus tard, on s'est dit bon bah autant le mettre sur Internet, mais on s'est jamais dit putain il faut que les gens voient ça, ça va tellement apporter à l'humanité. Non, on se disait ça nous intéresse nous, ça me fait marrer nous, peut-être ça fera marrer d'autres gens, mais donc même quand le public après est venu et là maintenant on est au Japan Expo et c'est incroyable, c'est important de toujours se rappeler avec qui on l'a fait à la base, dans quel but, parce que c'est ça qui a plu en fait finalement, c'est cet esprit de potes qui font les choses le mieux possible, mais c'est ça qui a plu. Donc à partir du moment où si tu changes de vision, si tu changes de public en disant bon maintenant je le fais pour le public, pour une masse informe, etc., pour des likes sur YouTube et tout, etc., je pense que c'est se planter, quoi. Alors du coup j'ai une question, à quel moment vous décidez d'enrichir votre univers en passant d'un autre média à un autre? Justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque de perdre ce que tu me dis, l'origine, le but de se faire plaisir soi et du coup de viser un public particulier? Je pense que tout vient d'un sentiment de frustration. On a tous, que ce soit Fabien, François ou moi, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on a essayé de développer des univers en plus d'une histoire. On n'a pas fait des courts-métrages avec un happening dans un univers lambda qu'on n'étoffe pas. On a réfléchi les personnages, ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui, leur interaction et l'univers dans lequel ils sont, de façon beaucoup plus détaillée que ce qu'on pourrait faire dans une web série dont les épisodes varient entre 3 et 10 minutes, il me semble. Hein. C'est un format assez court. Donc forcément, ce qu'on montre dans nos séries, c'est un quart moins de ce qu'on voudrait vraiment développer. Et à la fois le format, le temps, l'énergie, l'argent nous empêchent de faire tout ce qu'on voudrait. Un exemple, regardez Game of Thrones, qui est la série la plus chère de tous les temps. Ils font pas la moitié de ce qu'il y a dans les bouquins, quoi. Regardez cette armée de 100 000 hommes derrière César. Ils sont nombreux et invisibles. Voilà, donc, ça sent la ficelle un peu. Donc imaginez-nous qu'on n'a vraiment pas les moyens de développer tout ce qu'on a en tête, et certains ont une imagination extrêmement fertile, planifiée avec des saisons planifiées sur 10 ans. Donc le fait d'accéder à un autre média comme la BD, ben, ça permet de rajouter des trucs, quoi. J'imagine que dans la BD de Noob, dans Noob, si Fabien dit là je veux une armée de 1000 éléphants, il ne le fera pas dans la série. Dans la série, ça lui coûterait un an de travail. Dans la BD, ça va lui coûter de 3 ou 4 ampoules à Philippe Cardona et 2-3 mètres d'injures de la part de son dessinateur, mais il y arrivera, il l'aura, quoi. C'est ça, moi, voilà. Le scénariste, c'est 3 lignes. Le dessinateur, c'est beaucoup de nuits à pleurer. Voilà, on a des bonnes idées qu'on ne peut pas faire en série. Donc voilà, à la base, je pense qu'il y a vraiment un sentiment de frustration. J'ai pas dit assez ce que je voulais dire sur le sujet. Mais il n'y a pas que... c'est un truc que j'ai découvert à travers le roman. Nous, en fait, l'histoire du roman, en fait, c'est vraiment à la base, c'est né de déchets, mais de ce qu'on avait coupé de la saison 4. C'est qu'en gros, il y avait toute une intrigue dans la saison 4 où on parlait un peu des origines du visiteur, de son enfance et tout. Et au moment où j'avais commencé à le mettre dans les synopsis, et au moment de l'écrire, toute cette partie-là est arrivée un peu, me semblait un peu trop superficielle. Et en plus, je savais que le fait de filmer des enfants, un enfant visiteur du futur, donc un enfant, ça aurait pas marché en fait. Je sais qu'à l'image, j'aurais galéré à trouver un enfant qui ressemble à Florent, sachant que moi je connais Florent depuis justement qu'on est enfant, donc j'aurais dit non, il n'est pas comme ça. Et en fait, en roman, bah, t'imagines tout en fait, donc ça permet de te libérer de ça. Et donc en fait, tous les éléments d'intrigue de la saison 4, j'ai pas pu mettre à l'image, bah, ça m'a servi de base pour le roman. Donc ça qui est cool avec le transmédia, c'est que rien n'est perdu en fait. Que même si cette base de background me permet dans la fiction série d'enrichir les personnages, nous on le sait, quand on a l'occasion de le mettre, eh ben, sur un support ou sur un autre, voilà, on sait que c'est pas perdu, quoi. Oui, puis dans la notion de... Parce que tu évoquais à quel moment on enrichissait ça et s'il n'y avait pas un risque de perdre cette spontanéité dès le début. Je pense qu'il y a aussi le fait que... alors on a tous commencé sans producteur en fait, parce qu'après ça a évolué, on a pris plein de voix, mais ce socle commun qu'on a, plus le fait que notre public, ce sont beaucoup d'internautes et que les internautes sont actifs, on a quand même une certaine liberté qu'on garde, que ce soit si ensuite on doit négocier avec des producteurs. Je pense pas qu'il t'ait beaucoup embêté, toi. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est Ankama qui a pris le relais sur la production, et Ankama ils font
du cross-média, enfin du transmédia, donc et ils font de l'heroic fantasy en dessin animé, en jeu vidéo, donc on parlait la même langue, quoi. Mais avec un autre producteur, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Voilà, donc je pense qu'il y a la notion de liberté qui préserve cette spontanéité qu'on avait au début. C'est pas parce qu'on a plus de moyens, entre guillemets, même si, comme disait Rudy, ça reste dérisoire à côté des vrais professionnels, on a quand même cette liberté qui préserve l'esprit. Parce que la preuve, on est toujours avec les mêmes potes depuis qu'on est tout petit. Bon, on est un peu plus gros, un peu plus vieux, on a mal au dos quand on saute partout dans la forêt, mais c'est toujours nous. On lance plus de boules de feu, on fait moins de kata, je crois. C'est ça. On va parler plus du crowdfunding qui est arrivé à nous. Vous avez levé beaucoup de fonds de la part du public. Peut-être qu'il y en a qui nous parlent, qui ont financé les Qu'on films. remercie d'ailleurs, un grand merci à vous. Et justement, est-ce que tu peux parler de ça justement? Le crowdfunding, en fait, bon, c'est quelque chose qui nous a totalement pris de court, qui nous a dépassé. J'ai l'impression qu'en fait, nos 3 aventures, c'est plein de trucs qui nous dépassent. Et à chaque fois, on se dit, on est arrivé au bout de l'aventure, là, ça y est. Et en fait, il y a toujours un truc qui arrive encore, en fait. C'est juste un truc de fou. Et le crowdfunding en fait partie. Après, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de gens qui ont dit ça y est, vous avez eu 682 000, après avec on va dire 700 000, c'est bon, vous allez faire concurrence à Avenger, vous allez sortir en cinéma dans la France entière. Alors non, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est à la fois énorme et ça peut très vite être rien du tout si jamais on fonctionne comme les pros. C'est-à-dire que si on dit ça y est, il y a du revenu, donc là maintenant on va se rémunérer. Moi, comme vous le disiez, on est 800 dans l'équipe, on est vraiment très nombreux. Donc si on devait se rémunérer, il faudrait que je vire une grande partie de l'équipe pour pouvoir payer convenablement. Alors, on va dire 6-7 personnes devant la caméra et autant derrière. Donc vraiment, pour que ce crowdfunding ait un réel impact, on a continué à fonctionner comme d'habitude. Et on a utilisé cette somme-là dans du matos, parce que nous, dans le sud de la France, on est un peu isolé en termes d'audiovisuel, donc il a fallu, si on veut un fond vert, si on veut des locaux, si on veut tout ça, il a fallu tout se fournir pour tout. Donc on a vraiment gardé notre esprit, et on a vu ce qu'on pouvait améliorer là-dessus, grâce au budget. Et c'est samedi à midi, il y aura les premières images, donc dans la salle principale. Donc j'espère que voilà, ça se verra et que les gens auront le sentiment de nous avoir fait passer un cap. Mais pour moi, la notion de crowdfunding, c'est la notion de faire passer un cap. Ça ne doit pas être un modèle économique qui est trop récurrent. C'est vraiment un coup de pouce. T'es produit par Ankama. Du coup, est-ce que vous avez parlé de votre différence de production du coup? Est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, comme j'ai fait 2 ans de Vista Future en autoproduction avec une équipe qui s'est bien agrandie, quand on est arrivé dans la 3e saison, Ankama m'a dit continue de faire comme tu sais faire, parce que j'avais déjà fait 2 saisons. Ils ne pouvaient pas me dire ok voilà comment tu vas faire du Vista Future, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas, donc ils nous ont fait vraiment confiance. Il n'y a pas eu des gens qui ont été vraiment enlevés, il y a eu des gens qui ont été rajoutés pour encadrer la prod, des gens en interne dans Ankama et tout, et ça s'est très bien passé, mais moi j'ai eu une chance incroyable parce qu'entre Ankama qui est rentré dedans et après France Télévisions qui n'est pas connue à la base pour faire de la science-fiction même du web, c'était pile poil au moment où ils s'intéressaient à ce genre d'univers, etc. Et pareil, ils étaient, comme on a tout fait nous-mêmes à la base, quand je dis nous, c'est tous, le fait de devoir se débrouiller tout seul pendant des années, et c'est ça qui fait que les gens après ils te font confiance, ils disent bon tu sais ce que tu fais quoi. Et si on avait, bien sûr si j'étais venu avec un dossier à Ankama ou à France Télévisions en disant bonjour je vais faire cette série là, forcément ils m'auraient dit ouais on n'est pas sûr et tout. Comme j'ai prouvé que je pouvais le faire sur 2 ans, et la continuité a été très simple pour nous à ce niveau là quoi. Mais donc quoi qu'il arrive, il faut faire des trucs tout seul, c'est ça la vraie base. Est-ce que des personnes comme Astier peuvent être des leviers pour sortir des web-séries ou promouvoir, je sais que tu as travaillé avec Astier notamment. Est-ce que ça peut être des leviers pour... Nous on a tous énormément attendu de Camelot quand c'est sorti en disant, on était tous en train de dire c'est bon, l'Heroic Fantasy c'est acquis, c'est sur M6, on était wouhou, génial. Et le problème qu'a eu Alexandre Astier, c'est que juste après qu'il ait arrêté sa série, il y a eu Scène de ménage qui a fait encore plus d'audimat. Et donc M6 a dit bon fuck l'Heroic Fantasy, ce qui marche c'est les scènes de ménage quoi. Donc ça a été très décevant pour toute une génération. Mais après, le modèle Astier, c'est le modèle de il faut le faire quoi. Et malheureusement,
il n'y a pas eu encore un truc qui a ouvert la porte pour tout le monde, et il faut que chacun se débrouille un peu à sa façon. Et là, ici, on a 3 personnes avec 3 façons différentes, et c'est ça qui est important. C'est que, vu qu'il y a tout à créer, il ne faut pas se baser sur des préacquis, il ne faut pas se dire, bon, bah, faut faire comme Alexandre Astier, faire du format court sur M6. Chacun a sa façon de faire, qui est un peu même des fois des accidents, quoi, on ne prépare pas tout. Et malheureusement, on se retrouve toujours un peu tout seul, quoi. Mais c'est aussi peut-être parce que la télévision ne traite pas ces sujets que nous on a eu notre chance. Parce que sur internet du coup on comble une sorte de vide en fait. Et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que sur les web-séries, quand on regarde le box-office, c'est beaucoup de séries geeks qui sont en haut. Et je pense que ça s'explique du fait que la télé ne traite pas ce sujet-là, en France du moins, hein, parce qu'aux États-Unis et en Angleterre ils le font bien. Est-ce que maintenant, je sais que tu prévois normalement de doubler les films, je crois, je suis sûr. Hein. Comment, est-ce que tu avais cette vision que ça part vers l'étranger? Donc le fait de passer de la web-série à du long métrage, c'est ça? Ouais, ben, en fait, je pense que c'est dans la continuité du transmédia, c'est-à-dire que pour moi, le long métrage, c'est encore une manière différente de raconter une histoire. C'est les mêmes outils, mais la construction n'a plus rien à voir. Là où il faut occuper pendant 8 minutes avec le rythme, là le rythme change. Ça ressemble plus à une écriture de roman qu'il faut ensuite adapter ses limites. Il faut faire la structure d'un roman et se dire, voilà, j'ai ma structure de roman, ça je pourrais l'écrire justement en tome numéro 6, 7, mais je vais l'auto-adapter avec les moyens qui sont les miens, et donc c'est encore une autre manière de raconter des histoires. Alors est-ce qu'on va réussir ou pas, ça c'est vous qui allez le juger d'ici quelques mois. Mais, en janvier, c'est ça? Alors ouais, il va y avoir une avant-première au Grand Rex le 10 janvier et le 11 janvier aussi. Donc voilà, ça va être le grand suspense, c'est la grande inconnue, mais c'est dans la même continuité, roman, BD, jeux vidéo, puis long métrage. C'est à chaque fois se plonger dans l'inconnu, faire avec les moyens qui sont les nôtres, et essayer de faire du mieux qu'on peut, et voir si jamais, ensuite le seul juge, ce sont les fans, et c'est eux qui vont nous dire, alors moi j'ai aimé ça, moi j'ai pas aimé ça, et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc c'est... Mais vous aimeriez faire un long métrage, je sais qu'avec Damned c'est un petit peu ça au final. Ouais, Damned 7 c'est un long métrage en fait. Oui, on arrive là on monte, on va dire le premier tiers, on est à 40 minutes. Non, ce sera, oui, effectivement, je ne me suis pas posé la question en fait. Le format il s'est imposé par rapport à ce que j'avais raconté, et c'est vrai que sur des... l'avantage qu'on a eu aussi à faire des séries pendant live, nous deux, ça a été un truc que François a dû gérer, je pense, pour le visiteur à un moment donné. C'est le format, on a fait, sérieusement, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut faire un épisode de 3 minutes, un épisode de 15 minutes, tu amènes ça à Alex à No Life. Ils n'ont pas une méthode de programmation qui est standardisée comme dans la télé en général. C'est eux-mêmes qui font la liste de diffusion. Vous dites à Alex, l'épisode de ce soir il fait 10 minutes de plus, il vous dit ok, il fait une ligne de code, et c'est inséré dans le programme et on n'a rien foutu en l'air. C'était une liberté d'expression qui est géniale ici. Et toi, t'aimerais pas faire un long métrage de visiteur? En fait, moi je fais des longs métrages, j'arnaque en fait la web série, puisque en fait c'est des longs métrages que je fais sous couvert de web série. Et surtout la saison 4, je pense, qui a vraiment été écrite. C'est la première fois que j'écrivais tout d'un coup. Je devais tout écrire d'un coup parce qu'on devait tout tourner en même temps. Et on a tourné ça sur 5 semaines, et donc les gars ils ont reçu un scénario de 120 pages, et c'était ça quoi. Donc en gros c'était un film qu'ils ont lu. Et donc nous dans nos têtes c'était plus compliqué de séquencer ça après, et donc forcément le public quand il a vu ça il a dit ok, on a vu 13 minutes d'un truc de 120 minutes quoi. Et forcément je pense que je pouvais pas le dire pendant la diffusion de la saison 4, je pouvais pas dire aux gens non regardez pas, attendez la fin. Maintenant je peux le dire, regardez tout d'un coup quoi, Mais du coup pour ton DVD, est-ce que tu vas faire un montage où tu vas mettre tout d'un coup ou pas? J'ai pas pu le faire, je l'ai fait pour la projection cinéma, donc j'avais coupé des trucs, j'avais coupé les payoffs, parce qu'il y a le générique qui est rayé après faire bien et tout. Donc j'avais fait ça pour la diffusion cinéma que certains ont vu, et je trouve que ça marchait plutôt bien. Et pour le DVD, on avait quand même besoin d'avoir un chapitrage, un générique de fin, et aussi parce qu'il y a des génériques, dans le générique de fin, il y a des trucs qu'il faut légalement entre guillemets mettre, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans tous les épisodes et tout, bref. Mais je l'ai vu comme un film, je l'ai écrit comme un film en 3 actes, avec la structure entre guillemets hollywoodienne, un peu standardisée, et tout, etc. Donc je l'ai écrit comme ça, quoi.